Bonjour, bienvenue sur cette deuxième séance où on va parler de l'expertise de la démocratie dans le contexte de la Grèce classique, essentiellement Athènes. Alors, je rappelle les questions qu'on a posées à la fin de la partie sur la problématique. Quelle est la place sociale et politique de l'expert? Qu'est-ce qu'elle était à Athènes? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette place sur la façon dont la démocratie vivait, dont elle fonctionnait, et la façon dont elle était pensée? Enfin, comment est-ce qu'on jugeait cette relation entre les experts et le principe d'égalité des citoyens? Alors, je vais commencer d'abord par parler de Platon, puis un peu d'Aristophane, et enfin essayer de formuler des réponses très claires à ces questions. En effet, Platon, c'est sûr que c'est le philosophe le plus connu pour sa réponse aux questions concernant le type de légitimité à exercer le pouvoir politique. Deux textes sont très importants à ce sujet, la République et, c'est moins connu, le Protagoras. Platon, c'est qui? C'est d'abord quelqu'un qui naît au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est le plus célèbre, parce que c'est celui qui en a raconté la vie, le plus célèbre des auditeurs et des disciples de Socrate. Socrate étant quelqu'un qui, je le rappelle, n'a absolument rien écrit. Alors, Platon, il est quand même marqué aussi par le contexte politique, parce que lui, il voit les fluctuations, les défaites, puis les victoires de l'Athènes démocratique, les 30 tyrans, etc., etc. Et notamment, il voit sa star, Socrate, jugé et condamné à mort par un tribunal démocratique athénien en 399, même si jamais c'est l'occasion pour Socrate de montrer qu'il ne craint pas la mort en refusant de s'exiler. Bon. Et quand Platon parle de politique, il faut rappeler que par deux fois, il a essayé de mettre en œuvre cette vision du roi philosophe en apportant ses lumières à un tyran Denis, puis son fils, Denis II, le retour, à Syracuse, dans la partie de la Grèce qu'on appelait alors l'Italie, ou dans la partie de l'Italie qui était en fait l'Italie grecque, en bas. Je rappelle que ces expériences sont de cuisants échecs. Chaque fois, il a dû rentrer à Athènes. Oh, une fois, c'était pour fonder l'académie, c'est pas mal, hein? Alors, ce que pense notre ami Platon de la démocratie et de l'expertise, ça se comprend parce qu'il a d'abord une anthropologie inégalitaire. Il a une vision de l'humanité comme étant structurée autour de grandes inégalités. Alors, ces inégalités, elles ne sont pas définies comme lui par des conséquences simplement génétiques. Bien au contraire, dans la République, un des passages les plus célèbres est parfois mal compris. Dans la République, pour expliquer pourquoi il va falloir obéir aux philosophes et aux gardiens, eh bien Platon explique que, voilà, bien évidemment, la plupart du temps, les enfants des gens cultivés seront des gens cultivés, la plupart du temps, l'enfant du cordonnier sera le meilleur cordonnier, mais ça n'est pas toujours le cas. Bon. Donc, il faut toujours obéir, mais il faudra, pour l'éducation de la cité, être capable de repérer les gens avec, finalement, les compétences qu'ils ont. En revanche, comme la plupart du temps c'est vrai, et comme sinon il y aurait trop de bordel, il invente la théorie du noble mensonge, c'est-à-dire qu'il explique que, alors qu'il n'y croit pas du tout, il faudra dire aux gens qu'en réalité, il y a trois races, c'est-à-dire que c'est génétiquement que nous sommes prédisposés à diriger, philosophe, garder, gardien, ou la vie économique, le troisième niveau, et que cela correspond historiquement, mythologiquement, religieusement, à trois races créées par les dieux, races d'or, bronze, d'argent, pardon, et d'airain, c'est-à-dire de bronze. Donc voilà, pour lui, quand bien même l'inégalité ne vient pas que de la naissance, elle vient aussi de questions d'éducation. Platon, évidemment, pense à l'importance de l'éducation dans l'enseignement. Malgré tout, on reste sur une vision très inégalitaire de l'homme. Tout le monde n'est pas capable de tout et de n'importe quoi. Alors, puisque ces inégalités sont d'ordre naturel et dans une certaine mesure indépassables, eh bien elles dessinent un ordre qu'il est dangereux de ne pas respecter. L'expert, ça existe chez Platon, et en fait chaque personne a son propre domaine d'expertise. Ne pas l'écouter, ce serait stupide. Pourquoi, dit-il par exemple dans la République, aller demander à quelqu'un qui ne s'y connaît rien en cheval de s'occuper de nos chevaux? C'est complètement con. Eh bien en fait, cela va s'appliquer finalement aussi à la politique. Et d'ailleurs, l'homme démocratique va se définir, il y a un grand passage pour essayer d'expliquer ce que c'est que l'homme égalitaire, livre 5 de la République. Mais l'homme égalitaire, c'est celui qui nie l'existence, pourtant criante, de ces inégalités de savoir ou de compétences. Alors, pour rentrer dans le détail, c'est dans un autre texte qu'on connaît aussi, mais pour de mauvaises raisons parfois, dans le Protagoras, qu'on va voir des éléments plus précis de ce débat. Le Protagoras, il parle d'une situation qui est la suivante. En fait, Socrate discute avec des gens qui sont prêts à aller voir Protagoras, c'est-à-dire un sophiste.
Un sophiste, c'était quelqu'un qui faisait commerce très très cher, donc il s'adresse aux gens très riches de l'élite athénienne. Il faisait commerce d'un enseignement, leur apprenant à, en gros, discuter, discourir et convaincre, emporter l'adhésion de n'importe quel public. Et alors, Socrate croise quelqu'un qui va aller se payer des leçons avec le meilleur de tous les sophistes de l'Antiquité, puisque Protagoras n'est pas du tout athénien, donc il faut en profiter. Quand il est là à Athènes, c'est pas souvent. Et Socrate dit à ce mec, bah c'est super, tu vas payer un truc, un prix fou. Ah ben alors, mais quelle est sa compétence propre? D'ailleurs, allons voir Protagoras. Et Protagoras, on aimerait bien savoir, il dit que lui, il est capable d'apprendre à bien délibérer dans les affaires privées ou de la cité. Alors ça serait vraiment super si c'était possible, puisqu'on est dans une époque démocratique à Athènes. Socrate, lui, dit, non, 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 non. Bien délibérer, c'est-à-dire faire preuve de vertu et de sagesse, ça ne s'enseigne pas, ou en tout cas certainement pas à n'importe qui. Voilà comment commence ce débat. Alors, première exposition théorique, Socrate dit, mais n'importe quoi, quand on voit comment les gens se comportent dans la vie, que font-ils? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire de l'architecture, pour construire un temple, on va demander à l'architecte. Quand il s'agit de construire une route, on va demander à l'ingénieur en BTP. Quand il s'agit de cordonnerie, on va demander au cordonnier. C'est donc, dit-il, de cette manière qu'on agit dans les domaines qu'on estime relever d'une technique. Et, chose étonnante pour Socrate, quand il faudrait décider de l'administration de la cité, on voit pourtant se lever le charpentier, le forgeron, le grossiste, l'armateur, le riche ou le pauvre, le noble, le roturier, comme si tous étaient aptes à décider. Il est donc manifeste que les Athéniens pensent qu'il n'y a pas matière à enseignement, que naturellement tous les gens sont aptes à décider. Or, la façon dont Socrate le présente permet de très bien comprendre ce qu'il veut dire par là. C'est ridicule de croire que tout le monde est apte à décider en matière politique, parce que tout le monde voit bien que c'est ridicule dans toutes les autres matières. Pourquoi la matière politique ferait-elle exception, finalement, à cette spécialisation qu'on constate dans tous les savoirs et dans tous les savoir-faire? La réponse de Protagoras, il faut la comprendre comme la réponse de quelqu'un qui fait commerce, un commerce lucratif en période démocratique, de l'aptitude à discourir. Alors, justement, comme il discourt très bien, sa réponse, il va la faire élégamment et particulièrement bien. C'est d'ailleurs par le biais d'un mythe, le très célèbre mythe de Prométhée, qu'il va raconter tout ça. Mythe de Prométhée, il faut le connaître du début jusqu'à la fin. Prométhée est le frère d'Épiméthée, et Zeus aurait confié à Épiméthée le boulot consistant à distribuer les qualités aux différents animaux. Alors on va faire un équilibre naturel, donnant la force au lion, mais pas assez de vitesse pour attraper toutes les gazelles. Car les gazelles, on va leur donner la vitesse. Et on va donner à certains animaux très faibles, qui ne pourraient vraiment rien faire en termes d'attaque, la capacité de voler, ce seront les oiseaux. À d'autres, complètement nus, les taupes, on va leur donner la capacité de se cacher dans la terre. Bref, un bel équilibre. Mais Épiméthée, ce qui en grec veut dire celui qui réfléchit, mais un peu trop tard, Épiméthée, lui, va oublier les hommes. Et c'est Prométhée qui doit rattraper le job allant, cela est célèbre, voler les arts et le feu à Héphaïstos. Alors, une fois qu'il fait ça et qu'il donne les techniques, on va dire plutôt, les arts ici c'est synonyme de technique au début, comme dans Artisan. Une fois qu'il a donné la technique aux hommes, les hommes arrivent à plus ou moins survivre et ils ne sont pas complètement dépourvus. Mais malgré tout, ils ont beaucoup de mal parce que, enfermés dans leur cité où ils essaient de se défendre des bêtes sauvages, ils se disputent et ils se battent. Voilà. Bon, alors, que faire? Zeus, pris de pitié, va leur distribuer deux choses, la vergogne, on pourrait dire la pudeur, et deuxièmement, la justice, dike en grec. Et cela étant fait, les hommes sont désormais aptes, tous finalement, à vivre en société, à égalité. Ils ont tous la même aptitude à prendre des décisions d'ordre collectif, alors qu'auparavant ils étaient éclatés, chacun avec son petit savoir-faire, et donc avaient une tendance à ne considérer que son intérêt particulier. Voilà comment le mythe de Prométhée, qui très souvent est utilisé pour parler de la technique, est toujours, je le rappelle, un discours sur ce qu'est la politique et si elle peut s'enseigner. Protagoras pense que la politique, ça peut s'enseigner. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est ce qu'il vend. Il vend la capacité, en mode démocratique, à prendre la parole et à convaincre. Alors, on voit vraiment qu'on a deux visions de la politique complètement divergentes. D'un premier côté, Protagoras, il est vraiment démocrate, quand bien même, évidemment, c'est Platon qui le fait parler, c'est-à-dire quelqu'un qui ne l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il dit que, premièrement, en droit, c'est ça le côté du mythe, ce sont les dieux qui nous ont fait vivre en cité, ils ont voulu que nous vivions ensemble. Donc chaque homme a, à égale part avec son voisin,
vocation à participer à la vie politique. Deuxièmement, c'est vrai qu'on voit bien, Protagoras l'admet, que les gens ne sont pas tous encore au même niveau. Mais pourquoi? Eh bien, faute d'avoir suivi un enseignement correct, y compris avec Protagoras lui-même, bien sûr. Donc oui, c'est vrai que la démocratie, ça a l'air de ne pas tourner parfaitement. Certains ont l'air plutôt bêtes. Mais tout cela dépend d'un manque d'éducation. De l'autre côté, Socrate est vraiment antidémocrate parce que pour lui, mais bien sûr, il y a un manque d'éducation, mais ça n'est pas le problème, ça ne résout pas le problème. On pourrait passer son temps à éduquer telle personne, ça ne le transformerait pas en Périclès. Car la compétence politique, elle n'échappe pas au régime de toutes les compétences, elle est rare. Chez Aristophane, on va trouver une illustration à connaître, je trouve, et particulièrement drôle, truculente, parfois aussi vulgaire chez Aristophane, de cette idée. Aristophane, c'est un auteur de comédie qui remporte un très franc succès dans l'Athènes démocratique, alors que il passe son temps à se moquer de toutes les stars de l'époque. Il va se moquer de la démocratie elle-même, il va se moquer par exemple aussi de Socrate, c'est pas parce qu'il est de Platon, c'est pas parce qu'il est plutôt dur avec la démocratie qu'il est aussi accepté par Platon. D'ailleurs, Platon va se moquer de lui aussi dans Le Banquet. Bon. En tout cas, nous, le texte qui nous intéresse, c'est l'Assemblée des femmes, dont vous vous souviendrez que j'ai déjà parlé. Alors, dans l'Assemblée des femmes, que se passe-t-il? Peu importe, c'est vraiment, c'est cracra comme blague. Mais en gros, les mecs sont tellement nuls, les Athéniens démocrates sont tellement nuls, que même une femme, et franchement une femme pour un grec de l'époque, c'est pas grand-chose, quoi, même une femme en fait, se sent capable de faire mieux. Et puisqu'elle se sent capable de faire mieux, elle le fait. Praxagora, qui est l'épouse d'un tocard alcoolique et qui va juste à l'agora ou à l'ecclésia, je ne sais plus, pour gagner l'argent qu'on lui donne, puisqu'il y avait une pratique d'ailleurs complètement décriée par les antidémocrates qui consiste à donner un petit peu d'argent pour que tout le monde, chaque citoyen même pauvre, puisse venir délibérer. Praxagora se dit, bah, écoute, je me déguise en homme, et hop, elle bourre la gueule à son mari, elle prend ses fringues et elle va prendre la parole. Comme elle parle bien et que de toute façon les hommes sont toujours pris par la flatterie, complètement incapables de raisonner, elle les convainc, elle fait voter, c'était comme ça qu'on pratiquait plus ou moins, des tonnes de lois et un programme que j'appellerais ultra-égalitaire. Pourquoi? Premièrement, mise en commun de tous les biens. Ok. Un seul genre de vie commune pour tous. Par exemple, il n'y aura pas les gens qui auront beaucoup d'esclaves et pas beaucoup d'esclaves, on met tous les esclaves en commun. Alors là, son mari, qui pense surtout à ce qui se passe en dessous de la ceinture, dit « Mais les femmes, au fait, comment qu'on fait ?» Les femmes aussi, elles les met en commun, dit Praxagora. Elles doivent pouvoir coucher avec les hommes qu'elles veulent, faire des enfants avec n'importe qui. Bon, là, le mari, toujours épris de justice, on va dire ah, mais tout le monde va se jeter sur les jolies filles, qu'est-ce qui va se passer pour les autres, où il n'y aura plus de place. Praxagora a la solution, mais on va aussi avoir une vie sexuelle pour ces jours-là. En gros, on va être obligé de se taper une moche avant de se taper une jolie, enfin une qui ne plaît pas, avant une qui nous plaît. Et d'ailleurs, par beau souci d'égalitarisme, elle va aussi approuver la même loi pour les femmes. Les femmes voudraient se taper les beaux mecs. Non, 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 avant de taper sur le beau gosse, on doit d'abord se taper un laideron. Voilà un programme ultra égalitariste. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour répondre aux questions posées au début. Bien sûr, on est dans un certain courant, un certain point de vue qui a son ancienneté en Grèce, c'est le courant qui s'oppose ou qui au moins critique la démocratie. Eh bien, la place de l'expert, quelle est sa place? C'est assez simple. L'expert, c'est celui qui maîtrise un domaine. Il a par définition vocation à être écouté. L'État ne peut pas ne pas faire appel à lui, pour autant que la cité est un État. Il y a des débats historiques, mais ça semble une réponse correcte. En revanche, chez Platon, et il y aurait de multiples textes, je vous les épargne, il est dit, il est répété de façon explicite que personne ne peut parler, en grec il est dit d'arché, c'est-à-dire de pouvoir, d'ordre politique. Un expert, quelqu'un qui sait faire ou même qui connaît une science, ça n'est jamais en grec confondu avec quelqu'un qui a une autorité, si par le mot autorité on veut dire politique. C'est une chose de commander, dit-il, c'est une autre chose de savoir. Et justement, il y a un savoir particulier, un savoir commandé, et ce savoir, il est un mélange très très rare de vertu et de sagesse, chez Platon, qui vient de quoi? Qui vient de la pratique d'une discipline qu'on appelle la philosophie. Plus précisément, en fait, de tout un parcours qui nous amène à bien comprendre ce que c'est que le bien et la justice. De l'autre côté, ça aboutit au fait que, si jamais on se demande le rapport entre expertise et démocratie, eh bien, on dira qu'il y a une disjonction exclusive, comme on dit en logique. C'est pas l'expertise et la démocratie, c'est soit on reconnaît le phénomène de l'expertise comme étant quelque chose qui structure une société,
c'est une vision non protagorienne, on pourrait l'appeler, soit effectivement on est protagorien, on est démocrate, et dans ce cas, c'est le grand n'importe quoi. Donc il faut appliquer le fait qu'il y a de l'expertise et l'appliquer, ne pas faire exception au domaine politique. Ça aboutit à différents régimes, la tyrannie du philosophe roi, tyran voulant simplement dire roi à l'époque, ou bien une forme ou l'autre d'aristocratie. Inversement, la démocratie, c'est le régime de l'indistinction, de l'indifférence, de moments où n'importe qui peut parler de n'importe quoi. Or, tout le monde trouve ça ridicule pour la plupart des domaines. Platon, Socrate nous rappellent qu'il faudrait le faire pour tout. Alors, on peut trouver des traces de cette pensée beaucoup plus tard. Bon, disons-le clairement, en fait, personne ne se programme démocrate après la fin des cités grecques, je ne sais pas, au moins au 2 ou 3e siècle après Jésus-Christ, et jusqu'au 18e, voire 19e siècle. Allons chercher chez un monsieur plutôt célèbre, qui d'ailleurs n'est pas non plus un antidémocrate, Ernest Renan, dans un bouquin assez célèbre, L'avenir de la science, chapitre 17, le premier qui parle de politique, dit des choses absolument très simples et très claires. La stupidité, dit-il, n'a pas le droit de gouverner le monde. Renan n'est pas contre la démocratie, dans ce texte, exactement, il les renvoie dos à dos. Ni la démocratie, ni l'aristocratie, qui sont pour lui les deux options politiques du temps, ne sont possibles. Pourquoi? Parce que, actuellement, le peuple est stupide, ignorant. Cette ignorance, d'après lui, elle est entretenue par les gens, mais tant que c'est comme ça, c'est impossible. Alors il envisage, il a beaucoup de respect pour le peuple, dit-il, il y a même un droit à l'éducation reconnu par Renan dans le peuple. Simplement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Et ce qui est assez amusant, c'est que ça n'est pas pour défendre ensuite un programme d'ordre démocratique par la suite, c'est un bouquin sur la science, et dans le même chapitre, je dis bien le même, que dit-il? Il dit qu'en fait, l'idéal, ça serait quand même avec un peuple éduqué, parce qu'il y a des inégalités justement, même avec un peuple éduqué, l'idéal, ce serait un gouvernement scientifique, comme s'il y avait une vérité et une science de tous les problèmes qu'a abordé l'homme politique. Voilà donc, de Platon jusqu'à Renan, d'un antidémocrate certain jusqu'à quelqu'un qui n'est pas un adversaire radical de la démocratie, une ligne de pensée durable, c'est l'expertise en matière politique qui fonde la légitimité à exercer ce pouvoir. Dernière référence, peut-être utile, il y a en fait une chose amusante et dont je n'avais pas véritablement connaissance et que j'ai découvert en lisant un livre passionnant d'un historien québécois qui s'appelle Francis Dupuy-Péry. Il a très probablement des sympathies anarchistes, mais ça ne me semble pas invalider ce qu'il raconte du tout dans cet ouvrage que je vous recommande de lire. Il défend une thèse historique, hein, et là je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir si jamais il y a des opinions politiques de tel côté ou de tel autre. Sa thèse, c'est qu'en réalité, après l'étude des textes, on peut dire qu'il n'y a aucun des pères fondateurs de la démocratie moderne, dans les deux pays qu'il étudie, qui sont les deux pays de naissance des pratiques démocratiques, États-Unis et France, aucun de ces gens-là ne se disait démocrate. Pire, tous étaient ouvertement anti-démocrates. Les textes sont saisissants pour montrer qu'il a raison. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les mots ont une histoire et le concept qu'ils utilisent, c'est celui de république. Démocratie, chez les révolutionnaires français, chez la plupart d'entre eux, c'est une insulte, soyons clairs. Alors, par contre, comme c'est un ouvrage historique, de discours, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Je vous laisse lire si jamais ça vous amuse, mais c'est que c'est à partir de 1848 qu'on va pouvoir assumer l'étiquette démocratique. De sorte que, en fait, le mot démocratie le gêne pas mal, et il préfère créer un nouveau concept, celui d'agoraphobie politique, c'est-à-dire que ceux qui n'aiment pas la démocratie avant, ou qui aujourd'hui faisaient la démocratie directe, il les met sous une même étiquette, ils n'aiment pas qu'on donne le pouvoir à l'agora. Mais c'est vrai que c'est amusant de voir que qu'on se pense toujours sous le concept de démocratie, et que les statuts, peut-être pas toujours encore déboulonnés, de ceux qui l'ont fondu, étaient des gens en fait qui ne voulaient pas entendre parler de démocratie. Voilà, on a appris quelque chose, j'espère, sur l'image antidémocrate ou les courants antidémocrates et plutôt pro-experts dans la Grèce classique. Je vous invite à regarder la vidéo suivante pour réfléchir à comment concrètement dans la pratique démocratique, on avait effectivement une prévention contre les experts, les anti-Platon quoi donc. À bientôt.